Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonne fête, Patrick! Bonne fête, Patrick! Bonne fête, mon ami! Ben merci, C'était- écoute, je vais le prendre, mais C'était officiellement entre dimanche et lundi, là. C'est ça que je t'ai texté, là. écoute, Quelqu'un qui est né le 29 février, on ne sait pas s'il faut lui souhaiter bonne fête le 28 ou le 1er, hein? C'est toujours ça le problème. ouais, exact. Ben officiellement le 28, je n'étais pas là encore. Donc d'habitude, le premier, c'est mieux dans le fond. Ah, mais fait que j'ai été un des premiers à te le souhaiter, je suis content. Parfait. D'habitude, je suis toujours en exact. retard. T'en es témoin à chaque mardi quand on enregistre le podcast. Donc, bonne fête. Quoi, 41, hein, je pense? Oui, absolument. Mais t'en fais 28, donc t'es correct. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va bien sûr revenir, Pat. D'abord, bienvenue à Dans la cage. On jase comme si on était juste moi puis lui, mais on sait que vous êtes des milliers, non des millions à nous écouter, en tout cas on l'espère. Milliards! Bienvenue à Dans la cage, votre podcast bien sûr d'arts martiaux mix. Ben Baudon en compagnie de Pat Côté. On va revenir, Pat, sur ce qui s'est passé cette fin de semaine. Un gars-là, je pense qu'on va le dire sans se tromper, qui nous a un petit peu laissé sur notre appétit. On avait de grosses attentes, surtout la finale. On va y revenir, mais ça n'a pas été les meilleurs combats de l'histoire et le meilleur combat poids lourd de l'histoire non plus. Et là, parlant de barre haute, la barre, elle va l'être très haute en fin de semaine pour l'UFC 259 aussi. On va mettre la table pour ça. Et également beaucoup de nouvelles dans le monde des arts martiaux mixtes, dans l'actualité. Donc, on fait le tour de tout ça à la fin de l'émission. Cyril Gane, qui l'emporte par décision unanime contre Jairzinho Rozenstruik. Gane était classé 7e chez les lourds, Rozenstruik 4e, et ça a été une décision unanime. Pas que Gane a été très bon, surtout que Rozenstruik n'a jamais rien fait dans ce combat-là. Comment tu as vu la finale de samedi passé, Pat? Ben, tu parlais de l'événement qui n'avait pas été haut en couleur. Là, juste pour te donner une idée, on a donné seulement 3 bonnies de performance. D'habitude, c'est tout le temps 4. Mais là, on a donné un combat de la soirée plus un bonnet de performance. Donc, c'est pour montrer que du côté de l'UFC, d'Dana White, on n'était pas très satisfait du spectacle qu'on a offert. Pour la finale, écoute, il y a deux façons de voir ça. Il y a une façon de voir comme c'était un combat plate pour mourir. Les deux ne voulaient pas engager. Les deux voulaient trop jouer sécuritairement. Les deux ne voulaient pas se commettre. Avec raison, 2 gros cogneurs. Ou on peut regarder ça d'un autre côté en disant, écoute, Gane a contrôlé le combat d'un bout à l'autre et c'était à Rozenstruik de pousser l'action rendu au 4e et 5e round parce qu'il savait qu'il était en arrière les 3 premiers. Gane en a fait juste assez pour ne pas se faire mal. Est-ce que c'est une victoire qui va faire partie des faits saillants de sa carrière? Non. Est-ce que c'est une victoire qui lui donne, même s'il est tôt dans sa carrière, s'il l'avait démoli au premier ou au 2e round, là, on aurait déjà parlé, OK, c'est peut-être lui qui mérite. Il aurait peut-être passé en avant des Derek Lewis. Il aurait peut-être passé rapidement un combat de championnat du monde tout de suite après John Jones. Là, même s'il a battu Rozenstruik qui est en avant de lui dans les classements, ça reste tellement fade, cette victoire-là, que personne ne parle de Cyril Gane dans le trafic pour un combat de championnat du monde maintenant. Ouais, je suis un peu d'accord. Si on revient à la performance en tant que telle, là, it takes two to tango. Là. Ça faut être 2 partenaires pour danser. On n'a pas l'impression que Rozenstruik est allé là pour danser le tango avec Cyril Gane. Et Cyril Gane, évidemment, c'est pas compliqué. Ça faisait penser un petit peu à Lewis contre Ngannou là, il y a quelques années, qui était ultra plate parce que justement, les deux voulaient contre-attaquer. Ou même Adesanya contre Yoel Romero, il n'y a pas si longtemps. Là. Romero n'a rien fait, il attendait pour contre-attaquer. Là, Adesanya avait un peu le même. C'est 2 styles qui allaient pas bien ensemble. Gane a décidé finalement qu'il s'est bien rendu compte qu'il ne fallait pas qu'il attende les attaques de Rozenstruik. Donc, il a attaqué, mais de façon très timide, entre guillemets. C'est-à-dire que jab, je me recule.
jab, je me recule, je m'enlève de là pour pas me faire mal. Et on peut pas trop y en vouloir parce que, je veux dire, avec le gros coup de il a poing de fait, Rosenstruck, faut pas que tu engages trop. Donc, comme tu dis, le seul des deux a été actif. Il a touché la cible à plusieurs reprises quand même avec son jab. On aurait aimé ça qu'il enchaîne avec d'autres choses. Il a réussi une grosse amenée au sol au premier round. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que Rosenstruck aurait dû, à un moment donné, au milieu de troisième, surtout quatrième, cinquième round, commencer à entrer dans le combat et être plus actif. Mais j'ai comme l'impression que sa fameuse victoire contre Alistair Overeem lui était restée en tête, peut-être. Peut-être que lui, il se dit, puis il avait gagné à 4 secondes de la fin alors qu'il avait perdu tous les rounds. Lui, dans sa tête, c'est toujours, j'ai pas besoin d'engager, il faut juste que j'en connecte un, puis c'est fini. Ben, chez les poids lourds, c'est souvent ça aussi. Là. Écoute, il y a de la puissance et 11 victoires et 10 par knockout. Donc, c'est sûr qu'il y a de la puissance. Mais il reste que, tu sais, à un moment donné, quand tu bats contre des combattants de la nouvelle génération, comme Cyril Gane, comme des Thomas Pinard qu'on a vu la semaine dernière, comme des gars comme ça, tu ne peux plus juste te fier à un seul coup de poing. Là, on a vu vraiment qu'il manquait d'outils dans son coffre. Tu sais, je veux dire, si sa contre-attaque ne marche pas, s'il n'est pas capable de passer sa grosse main arrière, il est comme pas mal démuni. Il ne sait pas trop quoi faire. Puis là, il fiche sur place. Jamais été capable d'embarquer sa deuxième vitesse. Et écoute, ça a coûté le combat. Puis je peux te dire que, tu sais, moi, je trouve plus que c'est Rosenstruck qui a perdu le combat que Gane qui l'a gagné. Tu sais, Gane a fait ce qu'il avait à faire. Puis en même temps, il n'avait pas besoin d'en faire plus pour gagner non plus. Donc pourquoi aller risquer de se faire justement toucher en contre-attaque si tu es en contrôle et l'autre ne fait rien? Ça donne un combat plate, mais il sort de là avec aucune blessure. Pas sûr qu'il est fier de sa performance non plus. Mais hey, ils viennent de battre eux qui étaient l'aspirant numéro 3. C'est ça le plus important pour lui présentement. C'est ce qu'il a dit, là. En gros, son coach était très content, mais les coachs, c'est toujours gagne. Pour eux, c'est la victoire et c'est surtout pas se faire toucher, pas avoir de blessures. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits aspects à travailler. Gane l'a dit aussi en entrevue. Il a dit, c'est pas ma performance du siècle, mais on sort de là avec la victoire. C'est ce qui compte aussi. C'est Dana White, tu l'as mentionné brièvement, qui a été plutôt critique à l'endroit de Cyril Gane. Lui, il aurait aimé voir un Francis Ngannou qui avait gagné en 20 secondes contre Rosenstruck. C'est ça qu'il aurait aimé voir que Cyril Gane. Le fait que le gars était intelligent dans l'octogone, c'était pas suffisant pour le président. C'est dommage quand même. Non, ben, tu sais, c'est ça. Tu regardes les deux côtés de la médaille, mais tu te mets du côté du promoteur. C'est sûr que tu veux pas un combat comme ça en finale, des poids lourds en plus. Tu veux qu'il y ait les deux aient le désir de gagner. Tu t'en vas là pour gagner, non pas pour pas perdre. On dirait que c'est un peu ça, les deux qui étaient là. Il avait tellement peur, il était tellement timide dans les attaques que c'est un combat pour savoir qui allait pas perdre à la place de savoir qui allait gagner. C'est plus comme ça qu'on l'a décrit, c'est comme ça qu'on l'a vu, puis je pense que c'est comme ça que plusieurs personnes l'ont vu. Donc, quand tu es rendu très près d'un combat de championnat du monde, il faut que tu prouves, à mon avis, que tu le veux, ce combat de championnat du monde-là, et que tu le mérites avec les performances nécessaires. Tout le monde sait là, que chez les poids lourds, c'est des gros cogneurs. Là, donc, c'est pas nouveau. Là. On connaît notre adversaire depuis quand même un petit bout aussi. Donc, je ne sais pas si dans le combat, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si avant, il s'est passé quelque chose. Si, à un moment donné, Gane a peut-être senti la puissance de Rosenstruck en contre-attaque, mais ça a passé inaperçu parce qu'il l'a bloqué. Puis il s'est dit « Oh shit, OK, c'est vrai qu'il y a de la puissance. » Ça l'a peut-être ralenti. Il faisait du in and out, pas trop de combinaisons, plaçait un coup à la fois. Et ça donnait 25 minutes long, mais les 5 rounds unanimes à Gane. Donc, pas tout de suite un combat de championnat, c'est sûr. On avait parlé à Gane, tu lui avais parlé, je lui avais parlé aussi la semaine passée. Lui disait, avec une victoire, peut-être que ça me place dans la discussion pour un combat de championnat. Et si on me dit que oui, je vais attendre mon tour, pas besoin d'être actif, tout ça. Ouais. Je pense qu'il peut oublier ça. Ce sera pas ce scénario-là c'est pas ce scénario-là qui est en train de s'écrire. Je verrais bien un Gane contre un Derek Lewis, qui a également gagné la semaine précédente, ou un Gane contre Alexander Volkov, qui a aussi gagné il y a 2-3 semaines. C'est toi aussi, c'est dans les. Tu vois ça peut-être dans ta boule de cristal, c'est le chemin que tu emprunterais, peut-être? Ben, je pense que c'est ça le plus logique là, présentement, là, parce que de toute façon, Jones va faire ses débuts en poids lourd, peut-être d'après moi, la première semaine de juillet à l'International Fight Week. Puis après ça, ça ira pas avant août. Si on est chanceux, peut-être septembre pour un autre combat de championnat du monde au poids lourd, dépendamment comment ça va le combat.
Hey, ça fait beaucoup. C'est Ouais, long, là, être automne, là, inactif. septembre, octobre, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut qu'il reste actif. Puis, avec une performance comme ça, il ne peut pas se permettre de s'asseoir et d'attendre son combat de championnat du monde parce que Non. ça se peut qu'il attende longtemps. Fait il faut qu'il reste actif, il faut qu'il repart. Même s'il est invaincu, en 8 combats, il garde sa fiche intacte, mais quand on attend beaucoup, puis la hype aussi, c'est dangereux pour un combattant. On attendait beaucoup, puis là, il n'a pas livré la performance que le monde s'attendait. Donc là, il a reçu beaucoup de critiques. Mais je suis forcé d'admettre que le combat était quand même assez ennuyeux. Ouais. Ah, puis de toute façon, il n'y a rien qui presse dans le sens où il a 32 ans, je pense, Cyril Gane, ou en tout cas dans la jeune trentaine, mais il n'est pas magané du tout. Là, il a peu d'expérience. Son âge de combat est très jeune là, à ce niveau-là. Donc, il n'y a rien qui presse. Quitte à le mettre dans la gueule du loup tout de suite contre des gars, des monstres là, comme Ngannou, contre Miocic ou John Jones. Il est peut-être mieux également d'avoir encore 1-2 combats, puis de parfaire un petit peu ses classes. Là, tout dépendamment comment ça va se passer son prochain combat. Si son prochain combat, il knock Lewis ou Volkov au premier ou au deuxième round, puis ça fait un combat spectaculaire, il va jumper in, il n'y a pas de trouble. On va oublier. Ben oui. Ouais. On se rappelle toujours du dernier combat, ça c'est sûr. Donc voilà pour la finale. En passant, oui, on vient de parler de la finale longuement, mais on ne s'éternisera pas sur tous les combats de la carte. Là. On va les passer quand même relativement rapidement parce qu'on veut se garder une grosse demi-heure, 40 minutes pour parler de l'UFC 259 cette fin de semaine. Un mot peut-être justement la demi-finale, Magomed Ankalaev qui l'a emporté contre Nikita Krylov, une autre décision unanime. C'est pas le combat. La victoire est plus ou moins surprenante, quoique Krylov était mieux classé, mais c'est surtout la façon dont Ankalaev a gagné, c'est qu'il a battu Krylov un peu à son propre jeu. Il a réussi à lutter contre lui et à le contrôler au sol. Là. Ouais, puis Krylov n'a rien été capable de faire au sol à cause que Ankalaev était sur le dessus très fort physiquement, frappait des bonnes frappes en ground and pound. Mais je pense que Krylov, avec tout son déplacement, c'est un gros bonhomme au premier round, c'est un peu brûlé, je pense, parce qu'au deuxième, surtout au troisième round, il ne restait plus grand-chose. Un autre combat un peu décevant pour l'action qu'il y a eu, parce qu'on s'attendait à de la violence. On s'entend, là, ces deux combattants-là, avec leur ratio de finition, les deux côtés, on s'attendait à vraiment là, un combat violent. Là, on va se dire. Là, on s'entendait que ça allait se rentrer dedans et que pas de no mercy. Mais encore une fois, ça a été beaucoup plus stratégique, spécialement du côté de Krylov au premier round. Puis Ankalaev, il a laissé passer le premier round. Il a laissé passer un peu la tempête jusqu'à temps qu'il soit capable de s'ajuster au style de Krylov. Puis encore une fois, ça démontre que les arts martiaux mixtes aujourd'hui, c'est pas juste deux gars dans le milieu qui se tapent sur la gueule non plus. Ça va plus loin que ça. Le plan de match et la stratégie est important. Oui, il faut être complet. Et Ankalaev l'a démontré cette fin de semaine. Le combat le plus divertissant et de loin de cette soirée-là. Et on s'y attendait. Là, Pedro Munoz contre Jimmy Rivera. Tu parlais de deux des trois bonnies, là, deux des trois chèques de 50 000 qui ont été décernés. C'est à ces deux gars-là. Munoz qui l'a emporté. C'est lui qui l'avait emporté aussi à l'époque. Hein. C'était une revanche, ça, contre un combat qui datait de 2015. Rivera l'avait emporté à l'époque. Et là, c'était une revanche. Les deux sont classés dans le top 10 des 135 livres. C'est ça. Je me rappelle qu'à l'époque, ça avait été très, très, très divertissant. Et un peu la même chose aussi. Et ce fameux coup de pied dans les jambes, en patte, c'est la stratégie qui est de plus en plus adoptée. Là, puis c'est ce que Munoz a fait au premier round, dans les deux premiers rounds, en fait. Puis à la fin, c'est sûr que Jimmy Rivera, aujourd'hui, a de la misère à marcher. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis écoute, je l'avais dit d'avance que ce combat-là, c'était pas probablement le combat de la soirée parce qu'un combat revanche, il y a toujours quelque chose de spécial là-dedans. Les deux combattants se connaissent. Donc, ils suivaient dans les classements. Donc, ils savaient qu'à un moment donné, ce combat-là revanche allait arriver à un moment donné, de toute façon. Direct en partant, le blessé avec un coup de pied à la jambe, un coup de pied directement au mollet, qu'on voit de plus en plus, comme tu dis, tu as tout à fait raison. C'est la nouvelle. C'est pas une nouvelle technique, mais c'est elle qui est le plus appliquée maintenant qu'on voit de plus en plus. Parce que là, on s'est aperçu que bien appliqué, ça fait du dommage instantané. Et un coup de pied dans la jambe, dans le quadriceps, ça va faire mal, ça va te geler la jambe, geler le corps au complet pendant 5-6 secondes. Après ça, la douleur va quand même disparaître. Un coup de pied au mollet, avec le nerf qui est là, avec le petit muscle, écoute, la douleur s'en va jamais. Elle reste tout le temps. Puis on l'a vu pendant le combat. Des fois, le coup de pied, là, il ne touchait pas solide. Là. Juste, il effleurait, puis il avait de la misère à marcher.
C'est une technique qui est extrêmement douloureuse. Il faut le pratiquer comme il faut parce que c'est pas un coup de pied direct. Le mollet comme il faut, c'est tout qui va se faire mal. Fait que, tu sais, c'est de plus en plus de faire raison. C'est quelque chose qui est très douloureux. On te parle un petit peu, Pat, là, j'espère que la connexion va demeurer. Un autre combat qu'on avait discuté la semaine passée, parce que c'est un gars qu'on suit depuis longtemps, Alexander Hernandez, puis lui, depuis sa grosse entrée à l'UFC, c'est un peu des montagnes russes. Et là, il était dans un creux de vague. Là. Mais il faut dire que Thiago Moises, le Brésilien, il commence à se faire un nom pas mal. Sauf erreur, il n'a jamais perdu à l'UFC, ou peut-être à sa première. Il a perdu à sa première sortie, mais c'est un gars de 25 ans, pas super vieux. Bon gabarit chez les 155 livres. Belle boxe et tout ça. Donc, il a vraiment outboxé, là, si on veut, Alex Hernandez, qui s'est entêté un petit peu également à garder ça debout. Je pense qu'il faut donner quand même le crédit à Moises. Là. Absolument. Puis, ce qui arrive aussi dans les arts martiaux mixtes aujourd'hui, il faut être capable de changer sa stratégie quand ça ne va pas bien. Hernandez n'a jamais été capable de changer ou de clutcher, comme on appelle. Donc, ça veut dire que si ça ne marche pas, ta meilleure arme, il faut que tu sois capable de changer de stratégie et être capable de surprendre ton adversaire. Là, ça n'a pas marché du tout. Et Hernandez, c'est plate pour lui, mais il est arrivé face à Benet Dariush, il l'a knocké en 45 secondes. Et là, c'était le nouveau joyau. On pensait que c'était la nouvelle trouvaille. Il y a eu beaucoup de hype autour de lui. Et je pense qu'il a monté un petit peu à la tête. Puis à un moment donné, on a voulu le tester comme il faut. On l'a mis face à Cowboy Cerrone. On a vu ce qui est arrivé. Puis là, depuis ce temps-là, il gagne, perd. Il a de la misère à repartir sur une séquence. Ah, c'était quand même un combat serré. Là, on parle comme si Moises avait complètement dominé. Là. C'était quand même serré. Les deux ont connu leur bon moment, mais un nom à surveiller quand même, le Thiago Moises qui s'est payé Alexander Hernandez cette fin de semaine. Et là, je lisais là, hier ou aujourd'hui qu'il voulait un adversaire du top 15 maintenant, lui pensait qu'il était rendu là. Il a nommé Al Iaquinta. On n'a pas vu depuis un certain temps. Là, Vend des maisons. Donc, ouais, c'est ça. Il est agent immobilier, effectivement. Mais pas sur Iaquinta, mais donc un adversaire du top 15, c'est trop tôt pour Moises ou non, on est rendu là selon toi de son côté? Oui, je pense de 10 à 15, là, ça pourrait être un adversaire intéressant pour lui. On est rendu là. Il s'est fait tester solide face à Hernandez. Je pense qu'Hernandez a manqué ou dans. Non, j'allais dire peut-être son équipe a manqué, mais c'est pas vrai. On a entendu ce que son équipe lui a dit entre le deuxième et le troisième round et il n'a pas écouté du tout. Là. Donc, c'est peut-être lui qui a manqué d'assimilation des conseils de ses entraîneurs. Il ne les a pas appliqués en tout cas au troisième round. Excellent. Donc, ça fait le tour de ce gala du samedi passé qui avait lieu du côté de Los Angeles. Oui. Las Vegas, comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Los Angeles. Au moins un an. Ouais. Et on va retourner, bien sûr, du côté de Las Vegas à l'Apex cette fin de semaine pour l'UFC 259. Et là, Pat, j'ai pas vérifié, mais c'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'on a eu 3 ceintures. Et là, on va bien sûr se croiser les doigts là, que ça va demeurer. Il peut arriver beaucoup de choses là, dans les jours précédant un combat, surtout en cette heure de COVID-19. Mais si on réussit à conserver nos 3 finales et nos 3 combats de championnat, ça va être quelque chose. On met toujours beaucoup de combats maintenant sur des cartes parce qu'on sait qu'on va en perdre au moins 3-4 durant la semaine ou 2 semaines avant. Là, on est à quelques jours. Il y a encore 15 combats sur la carte. Écoute, ça va être une grosse soirée de travail pour nous autres. Mais c'est le fun. Écoute, la carte qu'on va présenter surtout sur les ondes de RDS, elle est incroyable. Je veux dire, on a des gars comme Dominic Cruz qui sont en finale. On va présenter gratuitement. Donc, c'est pour démontrer comment que la carte principale sur la télé à la carte, elle est vraiment de très, très haut niveau. 3 combats de championnat du monde, 4 champions. Vous allez dire, ouais, c'est pas compté. Ben oui, le dernier combat, évidemment, c'est champion contre champion. Adesanya contre Bovic. Ça va être intéressant parce qu'il y en a qui c'est la force polonaise qui est capable de passer de knockout. L'autre, c'est vraiment la technique fluide, like water, comme on dit. Là, il bouge tellement bien. C'est un style tellement unique. Donc, qui va être capable d'appliquer son jeu en premier? Il faut que Bovic soit capable de le toucher. Ça va être ça, je pense, c'est ça. Le défi le plus grand pour Bovic.
Ben, c'est ce que j'allais te demander, en fait, c'est Israël Adesanya, champion à 185 livres, et pas un gros 185 livres. Là. Et là, qu'il monte à 100 à 205 livres, c'est sûr que au niveau de la force physique, de la force brute, gros avantage à Blachowicz. Dans un petit octogone, tant mieux en fait pour Blachowicz que ce soit dans un petit octogone. Dans un grand octogone, j'aurais pas donné cher de sa peau, mais même dans un petit octogone, les qualités athlétiques et l'intelligence, le fight IQ, là, l'intelligence de combat d'Israël Adesanya et ses mouvements peu orthodoxes et tout ça, perso, j'ai de la misère à voir comment Blachowicz va être capable de toucher à Adesanya. Est-ce que tu vois un peu la même chose que moi? Parce que et ça revient un peu à ce que tu disais, il a besoin peut-être juste d'un coup de poing, mais est-ce qu'il va être capable de l'appliquer? Parce que force est d'admettre que Adesanya a beaucoup plus d'aptitude physique et juste de talent brut. Là. Ben, absolument. Tu parlais de la force physique. C'est sûr que Blachowicz va être beaucoup plus fort physiquement, mais il faut qu'il soit capable de l'accrocher, de vouloir travailler dans le clinch, ce qui est une des grandes forces aussi de Adesanya. Blachowicz, je veux dire, il est main pleine. Là. Honnêtement, là, ça va être compliqué, je pense, ce combat-là pour lui, mais il y a la puissance en son côté. Mais il reste que, écoute, Adesanya peut sortir des affaires de n'importe quoi. C'est la nouvelle, encore une fois, c'est une nouvelle génération de combattants qui sont arrivés avec des styles nouveaux, des fluides, très durs à toucher, travaille bien en contre-attaque aussi, une excellente défensive contre les amener au sol. Écoute, ça va être, je pense que ça va être compliqué pour Blachowicz, mais écoute, ça se passe dans l'octogone et c'est ça qui est la beauté du sport. Et s'il l'accroche une fois, écoute, il n'y a pas besoin de plus que ça. Blachowicz, et personne n'en entend parler, en fait. Là, c'est sûr que c'est un Polonais pas super charismatique. Il a remporté son titre contre Dominique Reyes il y a quelques mois. Ce sera sa première défense de titre contre Adesanya. C'est sûr que tous les projecteurs sont sur le Néo-Zélandais, là, qui est ultra charismatique, qui est divertissant et qui est un des nouveaux visages de l'UFC, là, juste par son talent, alors que Blachowicz est là depuis un certain temps, puis c'est un late bloomer. Là. Au début de sa carrière, on regardait Blachowicz et on se disait, ce gars-là n'aura jamais la ceinture, là, va se battre, va être dans le top 5 peut-être. Oui, il a un talent, mais ça va être difficile pour lui. Surtout que John Jones était là. C'est sûr qu'à 205 livres, il n'y a pas grand monde. À l'époque de John Jones, on regardait à peu près tout le monde et on était comme, OK, impossible que ce gars-là puisse en venir à bout. Il a fallu que John Jones parte pour que Blachowicz mette la main sur la ceinture. Il ne l'a pas volé contre un très bon combattant comme Dominique Reyes. Tout ça pour dire que l'UFC, par contre, j'imagine, préférerait une victoire d'Israël Adesanya. L'histoire et pour le marketing serait plus facile à faire avec Adesanya double champion qu'avec Jan Blachowicz double champion. Hein. Ben, c'est sûr. Adesanya va tenter de donner le 5e champ dans l'histoire de l'histoire de l'UFC, dans 2 divisions simultanément. Écoute, c'est sûr, il y a eu Connor, Amanda Nunes, tu as eu Daniel Cormier et Cejudo. BJ Penn? Ça a été long. Cejudo. C'est simultanément, parce qu'il y a eu des gars comme George, il y a eu BJ Penn avant qui ont été champions dans 2 catégories, mais pas simultanément, c'est ça, voilà. Exact. Donc là, il va tenter de donner le 5e. Mais tu as raison, Blachowicz n'a pas volé sa ceinture. Écoute, il a battu un gars que tout le monde pensait qu'il avait battu John Jones. Dominique Reyes, quand il s'est battu contre Jones, beaucoup de monde pensait que la décision aurait dû aller de son côté. Et Blachowicz est arrivé, puis il l'a complètement démonté. Blachowicz n'a pas eu sa chance, lui, contre John Jones. C'est plate pour lui, et il aurait bien aimé ça, après défendre son titre pour que John Jones revienne pour prouver son point. Est-ce qu'il aurait gagné? Ça, c'est une autre histoire, mais il reste que il faut te regarder qui a battu aussi. Il a battu, même si c'est dans une autre catégorie de poids, il a knocké l'ancien champion du monde des 185 livres, Luke Rockhold. Il a fait beaucoup de dommages, puis il a battu Dominique Reyes, qui, pour plusieurs, a battu John Jones à son dernier combat. Oui, effectivement. Donc, ce sera le combat final. Israël Adesanya, qui est champion à 185 livres, donc des poids moyens. Monde de catégorie. Première incursion à 205 livres contre le champion Jan Blachowicz. Donc, ça promet. C'est ça. Puis Adesanya est vraiment habitué contre des gars plus musclés que lui, plus fort physiquement. Les 2 derniers combats contre Yoel Romero, on en parlait d'entrée de jeu, ça n'a pas donné un combat super excitant, mais
mais Adesanya a trouvé le moyen de gagner. Puis son dernier contre Paulo Costa, il a joué avec. Il a joué contre le gros Costa pendant... Costa était hangover. C'est ce qu'il a dit. Ben, c'est ça. Ouais, ça, c'est bien. Je pense pas qu'on va en parler. Sérieusement, regarde, on va faire la parenthèse tout de suite. Là. Arrête de te chercher des défaites. Depuis qu'il a perdu Paulo Costa, là, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour se trouver des excuses. D'avoir perdu contre Israel Adesanya. Man up. Avoue que le gars était meilleur que toi, puis que tu as appris de cette défaite-là, que tu vas revenir dans l'octogone plus fort, puis que tu vas prendre ta revanche. Et là, ta nouvelle excuse, j'ai bu trop de vin pour m'aider à dormir, puis j'étais hangover le lendemain soir à minuit. Là. Let's go. Là. Écoute, j'en ai entendu des centaines d'excuses, les plus farfelues que les autres. La meilleure là-dedans, c'est Tito Ortiz. Là. Il y avait tout le temps une excuse quand il perdait. Il y avait tout le temps. C'est une excuse de n'importe quoi. Mais là, Paulo Costa vient de monter à bord. Je pense qu'on ne pourra pas égaler ça. Là. Le gars, il s'est saoulé la veille pour dormir, qu'il disait. Puis, la veille du combat de championnat du monde, là, je veux dire, il y a d'autres choses que le vin là, pour dormir. Tu as de la mélatonine, tu as du NyQuil, tu as du whatever. Tu as bien des affaires que tu peux prendre pour dormir. Un bain chaud, je ne sais pas. Mais tu ne vas pas te caler 2 bouteilles de vin et être hangover le lendemain. Là. Bon, est-ce que. Et puis la vérité. Je crois pas à ça une seconde. Ben, c'est ça, exact. C'est quoi la vérité là-dedans? Écoute, c'est n'importe quoi. Puis en plus, ça, quand tu te fais une excuse, tu t'arranges pour que le monde soit de ton bord. Tu dis, ah oui, OK, il était blessé. Ou ben non, OK. Tu vas pas dire une niaiserie de même. C'est sûr que tout le monde va te regarder, tu vas dire, quel épais, mais quel cave. Je veux dire, de un, on te croit pas, puis de deux, si c'est vrai, t'es vraiment à cave. Là. Allô, t'es un athlète professionnel, puis tu penses que c'est une bonne idée d'aller boire du vin à la journée de ta compétition la plus importante de ta carrière. Puis tu penses qu'on va avaler ça, franchement. Puis tu sais, les gens vont préférer, on peut aimer ou détester Conor McGregor, je le prends en exemple, mais chaque fois qu'il a perdu, il a serré les dents, puis il a dit... Puis, il ne se trouvait pas d'excuses. Oui, peut-être un peu contre Habib, là, mais mettons, je prends l'exemple de contre Poirier. Là, il a dit Poirier m'a juste battu, puis je vais revenir plus fort, il faut que je sois meilleur. Puis, je veux dire, les gens vont bien plus respecter ça que des défaites par-dessus défaites, des excuses par-dessus excuses, bref. Surtout ce genre d'excuses. Fin de la parenthèse sur Paulo Costa. Ouais, c'est ça, surtout ce genre d'excuses-là. Fin de la parenthèse sur Paulo Costa, qui avait, il y a quelques mois, subi on va se dire, une belle volée contre Israel Adesanya qui va se battre en fin de semaine contre Jan Blachowicz. Demi-finale, Amanda Nunes contre Megan Anderson. Amanda Nunes, une autre champ, qui, cette fois-là, ce sera sa ceinture des 145 livres qui sera mise à l'enjeu. Ça va être la deuxième fois de suite, en fait. Son dernier combat, c'était également pour défendre sa ceinture des poids plumes, donc 145 livres. Cette fois-ci, c'est contre Megan Anderson, l'Australienne, si je ne m'abuse. On s'entend qu'elle va bien, là, Anderson, 2 victoires de suite quand même. Mais contre qui? Mais c'est rien comparé aux 11 victoires consécutives, puis surtout aux leçons d'arts martiaux mixtes qu'Amanda Nunes sert sortie après sortie après sortie depuis maintenant, 4 ans. Là. Amanda Nunes est la seule champ à avoir défendu ses titres, ses 2 titres, de 1. C'est la seule. Et on regarde, elle a terrassé tout le monde, toutes les combattantes les plus dangereuses qui étaient en avant d'elle, elle les a terrassées, soit par soumission, soit par un knockout. On parle de Holly Holm, Ronda Rousey, Cyborg, Miesha Tate. Elle les a toutes démolies, elle les a finies avant la limite. Maintenant, est-ce que sa motivation est encore comme avant? Là, on sait, elle est devenue maman. Ça a été beaucoup plus compliqué. Le camp d'entraînement, elle disait, quand on écoute le Embedded, elle nous parle de la nouvelle réalité de sa famille. C'est sûr que ça change quelque chose d'avoir un enfant dans la vie. Même avant, quand elle s'est battue contre Darren Demi, on dirait qu'elle est arrivée, elle voulait finir ça le plus vite possible. Ça n'a pas marché. Là, ça a duré le 5 rounds, un long 5 rounds, parce que Darren Demi est vraiment pourri là, au niveau de la lutte puis les affaires comme ça, parce que, sérieux, c'était horrible. Mais, écoute, c'est là que ça va jouer, je pense. À quel point Nunes est motivé encore à combattre et à être au top, à être au sommet. Parce que là, elle va affronter une vraie 145 livres. Là. Megan Anderson n'est pas petite. Là. Elle a un bon gabarit, elle est faite large, elle a des épaules grosses de même. Écoute, c'est une bonne pièce de femme, comme on dit. Okay? Puis, elle, c'est sa chance. Elle va aller vers l'avant. Puis, elle est capable je pense qu'elle est capable
Elle a peut-être Elle pas va la l'être motivée, puissance. en fait. Ouais, elle a peut-être pas la puissance de Nunes, mais je pense qu'elle a la technique pour rester debout avec sa boxe irlandaise, avec son jeu de kickboxing, pour rivaliser avec Nunes. Le reste, on verra ce qui va arriver si Nunes amène le combat au sol ou vice-versa. Mais écoute, l'affaire là-dedans, c'est que si Nunes démolit Anderson, moi, je pense que c'est la fin des 145 livres chez les femmes. Là. Il n'y a pas assez de femmes pour faire une division possible ou qui a de l'allure. Puis de toute façon, Nunes va prendre sa retraite prochainement. Fait que, je veux dire, après Megan Anderson, c'est qui à 145 livres qui reste? Personne. Il ne reste plus personne. C'est la dernière. Là. Donc, je pense que l'enjeu est ça aussi. Une victoire de une victoire de Nunes, peut-être la fin des 145 livres. Et de plus en plus, on parle de mettre une catégorie atome chez les femmes à 105 livres. Donc, je pense qu'on pourrait faire le switch juste là. C'est quand même, c'est ça, c'est quand même fascinant qu'une victoire de Nunez signifierait peut-être la fin d'une division, mais j'ai vérifié, là, il y en a 5 combattantes à l'UFC sous contrat à 145 livres. Là. Nunez, Megan Anderson, elles vont s'affronter cette fin de semaine. Felicia Spencer, la Canadienne, qui a perdu l'été dernier contre Amanda Nunez. Il y a la Française Zara Fern dos Santos et une nouvelle venue, Daniel Wolf, qui va se battre contre Felicia Spencer au mois de mai. Daniel Wolf. Et honnêtement, donc, on a encore... honnêtement, Ben, Felicia Spencer, avec un petit peu de discipline, là, est capable de faire 135. Donc, on s'entend, là. Megan Anderson, c'est différent. Megan Anderson, il ne reste pas grand-chose sur le corps là, à 145 livres. Là. Elle est grande, elle est bâtie. Ça va être plus compliqué. Si on enlève les 145 livres, là, faire 135, d'après moi, on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais si on regarde les autres, je ne veux pas être méchant, là, mais on s'entend que Felicia Spencer, avec un petit peu de discipline au niveau de la nutrition, est capable de faire 135, ça, je suis convaincu. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi en passant là, sur. Je pense que le plus gros point d'interrogation, c'est vraiment le niveau de motivation d'Amanda Nunez. Contre Spencer, elle était sortie fort, mais ça avait été à la limite quand même. C'est vraiment contre Darren Demi l'an dernier on sentait quasiment qu'elle y allait à reculons. Tu sais, quand tu viens, comme tu viens de le dire, quand tu viens dominer là, ces filles-là, puis surtout Cyborg, là, c'est une victoire émotive, rapide. Elle a vaincu la fille que tout le monde croyait invincible. Là, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute que Nunez était la meilleure combattante présentement, probablement la meilleure de tous les temps également. Merci, Ben. C'est facile de se motiver face à Rousey, Cyborg, Holly Holm, Michette. Ils ont toutes déjà été championnes. Puis c'est des gros noms. C'était facile de se motiver pour eux autres. Là tu te bats contre Geranda Underme, qui a été officiellement la première championne à 145 livres de l'UFC. C'est un gros astérisque. D'après moi, il y a juste toi et moi qui le sait. Il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle de ça. Puis après ça, ben, tu sais, des Felicia Spencer puis des Megan Anderson, Nunez, elle regarde ça, puis elle regarde en arrière, elle dit hey, moi, là, j'ai démoli toutes ces filles-là, puis là, je vais me battre contre. Sans manquer de respect, des no-names, je veux dire, c'est ça pareil. Là. Avec la motivation, là, je veux dire, il faut qu'elle gratte loin pour aller la chercher d'après moi. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, donc l'avenir d'une part des 145 livres féminins et l'avenir tout court d'Amanda Nunez, qui n'est pas super vieille, mais qui n'a clairement plus rien à gagner dans ce sport-là. Donc, effectivement, puis elle a fait beaucoup d'argent, dans le sens, beaucoup d'argent, peut-être pas à la Conor McGregor, tout ça, mais Dana White, je suis pas mal sûr, il l'aime beaucoup. Au Brésil, elle est très populaire et je suis pas mal sûr qu'elle a été bien compensée quand même pour son parcours. Là. Ouais. Et aussi, Dan Landberg, le propriétaire d'American Top Team, il l'adore, il l'aime beaucoup, puis c'est comme sa fille qui a dit. Donc, il en prend très bien soin. Bon, ben, donc c'est peut-être dans le scénario là, ou dans les histoires à suivre, là, non seulement ce qui va se passer dans l'octogone, mais surveillons aussi ce qui va se passer avec Amanda Nunez au terme du combat également. La troisième ceinture qui va être en jeu passe chez les poids coqs masculins, 135 livres. Champion Peterian, oui, contre Aljamain Sterling, qui est l'aspirant numéro 1. Un combat qu'on attend depuis un certain temps. Là. Sterling l'attend depuis longtemps, le mérite également. Oui, surtout lui. Il n'y a pas de doute, là, et ça va être un petit peu un choc des styles, là, dans le sens où Sterling est très, très bon au sol, a des excellentes soumissions, n'a pas une grosse force de frappe, alors que Yann, lui,
est bon debout et peut Ouais. c'est une tempête, là, c'est une tornade debout. Là, il peut nous sortir des choses intéressantes. Oui, puis au niveau de la lutte, il y a une bonne lutte défensive aussi pour éviter de se faire amener au sol. Et ça, c'est un excellent kickboxer. Il s'est entraîné longtemps au Tiger Muay Thai. Cogne solide. Ça va être sa première fois qu'il va défendre son titre. Donc, on va voir comment il va réagir là-dessus. Et pour Sterling, tu as raison. Ça a pris tellement de temps avant qu'on lui donne un combat de championnat. Tout le monde disait, OK, il mérite. Là, ça a été long. Puis on ne sait pas pourquoi ça a été long comme ça. Je veux dire, il est arrivé quelque chose, c'est sûr et certain. Puis pourtant, Matt Serra, qui est l'entraîneur de Sterling, un des meilleurs amis à Dana White. Donc, il est arrivé quelque chose à quelque part entre Sterling et l'organisation, ou Sterling ou Dana White. Il est arrivé quelque chose, ça. Parce que c'est sûr qu'entre les deux, tu avais Matt Serra qui était dans le milieu et disait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Finalement, il l'a. Et là, le danger là-dedans, c'est que quand tu as attendu tellement longtemps puis que tout le monde dit que tu le mérites, puis ça a été compliqué d'avoir ce combat de championnat du monde-là, il ne peut pas passer à côté. Parce que là, finalement, avec acharnement, puis probablement en tannant l'organisation, en appelant à tous les jours, je l'ai tué, j'ai mon combat. C'est une figure de style, là, mais là, à un moment donné, ils lui ont donné, ils vont dire, OK, ils vont arrêter de nous appeler, là, maudit, là. Fait que finalement, là, il l'a. Non, mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'il peut pas passer à côté, là, c'est comme sa chance unique. Ben, c'est ça, on parlait du parcours des deux gars. Là. C'est sûr que Peter Yan, il est à l'UFC depuis moins longtemps. Il a 7 victoires consécutives. Il est invaincu donc depuis son arrivée avec la grosse organisation. Et il a été sacré champion lorsqu'il a battu José Aldo il y a quelques mois. Et Sterling, lui, ça va être quand même son 15e combat avec l'UFC. Puis je regardais, on a eu la même idée parce que je regardais son parcours. Il est là depuis 2014, si je ne me trompe pas, comme je te dis, 15e combat. C'est juste qu'il y a eu des belles séquences de victoires, puis à un moment donné, ça a été freiné sec. Puis à peu près au milieu de sa carrière, des défaites vraiment coûteuses contre Rafael Assunção et Marlon Moraes, deux, qui à ce moment-là étaient vraiment l'élite de la division des 135 livres, qui sont encore très, très bons. Donc ça l'a vraiment... Il est comme retombé en bas de l'échelle à ce moment-là, puis là, il a fallu qu'il se reparte une autre séquence. Et là, il y a 5 victoires consécutives quand même. Là. Donc, il l'a pas volé. Comme je le disais, c'est un choc des styles. Je ne sais pas. Puis, c'est vrai qu'il est peut-être... Il y a beaucoup de politique, là, je veux dire, à l'UFC dans les sports de combat en général. Donc, effectivement, peut-être la game, il l'a peut-être pas joué du mieux, au mieux qu'il aurait dû la jouer, dans le sens où ça fait longtemps qu'il demande son combat de championnat, mais il n'y avait pas nécessairement les arguments pour se backer. Donc, peut-être que ça achale. Alors que Yann, lui, il n'a jamais rien demandé ou presque, mais ils l'ont mis devant des défis importants, puis il les a relevés avec brio. Puis, du jour au lendemain, un petit peu, il est arrivé, puis avec ses performances, il a mérité sa place. Oh oui, écoute, donc, les deux l'ont mérité. Là. Je veux dire, on lui a pas donné en cadeau là, sa ceinture à Yann, il est allé à gagner. Mais c'est vrai que je pense que toute la communauté des arts martiaux mixtes, toute la communauté de l'UFC ne comprenait pas pourquoi ça prenait autant de temps avant qu'on donnait un combat de championnat du monde à Sterling. Mais là, il l'a. Il faut qu'il profite de sa chance. Qui a l'avantage, selon toi? Là, on parlait du style des deux gars. J'aurais tendance à dire Yann, là, comme tu dis, surtout si tu me dis qu'il y a une bonne lutte défensive, que ça va être difficile pour Sterling d'aller au sol avec lui. Yann, c'est un petit bloc de béton, là, il va avancer, il a de la puissance, il est capable d'utiliser ses jambes aussi très bien. J'aurais tendance à lui donner l'avantage, peut-être? Ben, le combat commence debout, donc c'est sûr qu'il faut lui donner l'avantage, mais ça dépend toujours c'est quoi la stratégie. Si on est capable de l'appliquer aussi. Écoute, c'est sûr que si Sterling est capable d'aller chercher un amener au sol, qui est très possible, là, je veux dire, c'est un bon lutteur, là, c'est pas juste un bon gars au sol, c'est une bonne lutte aussi. Donc, souvent, là, c'est ça qu'on va dire. Hey, le gars, il ne comprend pas, il est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, il va pas à terre, je comprends pas pourquoi il va pas dans sa force. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu l'amènes le combat à terre aussi. Je veux dire, tu peux pas juste être bon à terre. Le combat commence debout, il faut que tu aies une lutte adéquate pour amener le combat dans ta spécialité. Et lui, il l'a. Donc, je pense que ça va arriver. Et là, ça va être intéressant de voir comment Yann va réagir par la suite. Donc, c'est le 3e combat de championnat. Puis là, on parle d'une carte incroyable. Là. Non seulement 3 combats de championnat. Après ça, tu as Thiago Santos contre Alexander Rakic. Ils sont classés 2e et 4e chez les 205 livres. Santos qui est là depuis un bon bout de temps, qui est capable qui a de la dynamite dans les points. Puis Rakic, c'est peut-être
c'est peut-être le gars le plus juste en termes de talent brut, c'est peut-être le gars qui est vraiment à surveiller à 205 livres aussi, Pat. Ouais. Écoute, debout, là, je pense que ça va être assez spectaculaire. Tu parlais de la 10 mètres dans les points de Santos, là, mais surtout dans ses jambes. Là, sa jambe arrière là, est assez violente, là, est assez mortelle. Là. Écoute, il y a des jambes puissantes. Puis, lui aussi, hein, face à John Jones, ça n'avait pas été de sa blessure au genou. Là. Kim n'était pas loin d'aller détrôner John Jones aussi. Fait qu'on a vu qu'il était capable de se battre à ce niveau-là. Et Rakic, c'est un gros bonhomme, un grand bonhomme. Debout aussi, cogne solide. Écoute, ça va être. Ça ne sera pas un clash de style, ça va être un clash point. Écoute, les deux, là, ils vont être. S'ils restent debout, les deux, ça commence à vouloir prouver qui frappe le plus fort, là. Et bon, il y en a un qui va se réveiller avec un mal de tête le lendemain matin. Honnêtement, c'est un duel que je surveille. Tu as parlé de Dominic Cruz contre Casey Kenny. Cruz qui a 2 défaites de suite, une en 2016, l'autre en 2020. Casey Kenny, plus jeune, 3 victoires de suite. On lui fait. Il est capable de venir à bout de Cruz, ça va être un beau nom sur son CV. Puis ça va passer, ça passe sur sa case pour Dominic Cruz. Là, je veux dire, tellement le problème, malchanceux avec les blessures et tout, mais. Ben, c'est ça. Dominic Cruz, il a été champion, un grand champion. Puis là, c'est sûr. Je pense qu'il aurait été capable de dominer son sport encore plus s'il n'y avait pas eu un corps en personnel. Son corps n'est pas fait pour ce sport-là, même s'il a été champion. Il a tellement été blessé souvent, c'est dommage. Et moi, j'aime la mentalité de Dominic Cruz parce que là, on l'a mis en préliminaire. Et souvent, il y a des combattants qui sont un peu plus connus vont prendre ça comme un affront. OK, tu ne me mets pas en carte principale, je ne sais pas si tu peux pas vu, je ne vaux plus assez. Dominic Cruz, il dit hey man, il dit moi, là, je ne suis pas assez attaché à mon ego pour m'en faire avec ça. Il dit moi, que je me batte premier ou dernier, il faut que je livre la même chose, il faut que je livre la même performance. Puis aujourd'hui, ça ne change plus rien au niveau des commandites, au niveau des. Je veux dire, il y en a encore plus aujourd'hui qui veulent se battre sur la télé gratuite parce que sa famille, les amis peuvent plus. Il y a plus de monde qui peuvent voir combattre que sur pay-per-view. Hein. Exact, que sur pay-per-view, parce qu'il y en a moins qui l'achètent les pay-per-view qu'il y a la carte gratuite. Avant, quand il y en avait des commanditaires personnels, les commanditaires donnaient beaucoup plus d'argent si c'était sur la carte principale, parce que c'était plus renommé, puis on mettait beaucoup plus des combats d'importance sur la carte principale. Maintenant, avec Reebok, qui va terminer bientôt, cet été, ça va être changé avec Venom, ça ne change absolument rien. Donc, hey, moi, j'étais bien content. Là, moi, je me suis battu souvent à la finale des prélims. Je trouve que c'est le meilleur spot parce que tu es dans le milieu, tu n'attends pas 6 heures avant de te battre à la fin. Écoute, puis tu es dans le milieu, tu as fini, puis tu es capable de profiter de la soirée après si tu as gagné, évidemment. Je pense que c'est un bon spot, ça ne change rien. Toi, tu pouvais revenir travailler après pour commenter et analyser la carte principale. Donc, 2 chèques de paye dans la même soirée. Joseph Benavidez, on va finir là-dessus pour l'UFC 259. Joseph Benavidez contre Askar Askarov. Benavidez qui va tenter de se remettre de ses 2 défaites contre Deiveson Figueiredo là, en combat de championnat. Peut-il encore être une menace à 125 livres? Askarov, il fait flèche de tout bois. Il est invaincu, lui, à 125 livres à l'UFC depuis son arrivée. Sa seule tâche, entre guillemets, c'est un combat nul contre Brandon Moreno, qui est présentement l'aspirant numéro 1 et qui va se rebattre contre Figueiredo pour la ceinture. Bref, pas une tâche facile pour Benavidez, qui ne rajeunit pas et qui n'est pas capable vraiment d'aller. Qui n'a jamais été capable d'aller chercher la fameuse ceinture, juste ça qui lui manque. Moi, Benavidez, je le mets dans la même lignée que des Uriah Faber ou des Cowboy Cerrone. Je pense que c'est les meilleurs combattants qui n'ont jamais été champions. Puis Benavidez, quand il a perdu face à Figueiredo, le 2e coup, là, tout le monde avait plus de peine pour Benavidez qu'il était content pour Figueiredo parce que Benavidez, c'est un vétéran, puis c'est un gars qui est aimé par la communauté, par l'UFC, par les fans. C'est un gars qui est aimé. Et on voulait tellement qu'il aille finalement boucler la boucle et aller chercher cette ceinture-là parce qu'on trouvait qu'il le méritait. Puis que, il a tenu cette division-là sur ses épaules aussi, là, les 125 livres. Là, il est là depuis longtemps. Il a tenu cette division-là. Il a fait partie du premier tournoi à 4 pour avoir le premier champion qui a été Dominique. Pas Dominique, mais. Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, exact. Donc, ça fait un bout qu'il est là et lui a porté cette division-là sur ses épaules depuis longtemps et il aurait mérité, évidemment. C'est plate, mais ce sport-là ne va pas au mérite souvent, là, mais il aurait mérité d'être champion dans sa carrière. Et écoute,
le malheur des autres fait le bonheur des autres aussi, parce que le malheur des autres fait le bonheur des autres. Ces deux combats-là, Benavidez et Dominique Cruz, ça va être présenté gratuitement sur les ondes RDS. Effectivement, donc manquez pas ça. C'est les heures habituelles là, lorsqu'il y a un gala à la télé à la carte. Donc 20 heures sur nos ondes pour la carte préliminaire et 22 heures à la télé à la carte avec Jean-Paul, Pat et bien sûr Georges Saint-Pierre qui sera là cette fin de semaine pour le gala. En fait, les deux portions, là, celle sur RDS ainsi que celle à la télé à la carte. J'ai très, très, très hâte à l'UFC 259. L'UFC nous gâte avec vraiment des combats spectaculaires. On va espérer que ça va répondre aux attentes. Pour leur être à l'écoute samedi pour le savoir. OK, Pat, en 5 minutes, on va essayer de faire le tour des nouvelles. Une petite bombe, là, c'est arrivé hier, c'est sorti hier, en fait. Khamzat Chimaev, la saveur du mois, le gars que tout le monde voyait, futur champion des 170 livres, qui est aux prises avec la COVID-19, qui a été aux prises avec la COVID-19 et qui l'a vraiment pas eu facile. Et là, hier, sorti de nulle part, message sur Instagram où il annonce qu'il accroche ses gants. C'est déjà la fin. Ça serait déjà la fin de sa carrière. Après quoi, seulement 1 an à l'UFC, là, une entrée fracassante. Écoutez, au moment où on se parle, mardi 2 mars 2021, Khamzat Chimaev a annoncé sa retraite. Les arts martiaux mixtes étant ce qu'ils sont, il pourrait peut-être être de retour éventuellement, surtout qu'il avait connu énormément de succès, mais ça nous prouve quand même que ces déboires ou le fait qu'il a été vraiment affecté par la COVID-19, lui, là, au niveau des poumons, au niveau du cœur, n'a jamais été capable de reprendre l'entraînement et ça fait plusieurs mois. Là, ça prouve que c'est pas à prendre à la légère. Là. Non, sauf que Dana White est sorti hier public et a dit qu'il avait parlé à Chimaev et qu'il avait lancé cette information-là sur le coup de l'émotion parce qu'il est frustré. Il y a encore des symptômes de la COVID, il crache du sang un petit peu, il n'est pas capable de s'entraîner. Et lui, Chimaev, on sait, il s'est battu très rapidement, collé, et lui, il veut se battre quasiment à tous les mois. Et là, il est complètement découragé. Il ne peut pas s'entraîner comme il veut, il ne peut pas se battre. Et là, il a dit, regarde, là, sur le coup de l'émotion, il a lancé ça. Donc, Dana White a dit, j'y ai parlé. Chimaev ne prend pas sa retraite. Il a sorti ça sur le coup de l'émotion. Il est juste complètement découragé. Il ne vaut pas la lumière au bout du tunnel où, à un moment donné, il va revenir en santé et être capable de revenir compétitionner. Donc, bon, qui dit vrai, qui dit pas vrai, je ne sais pas, mais il reste qu'on a gardé une porte ouverte encore une fois pour Chimaev qui puisse revenir. C'est sûr que ça serait... Écoute, il a tellement fait peu de combats, mais la hype a tellement été élevée autour de lui qu'on peut dire, même après le peu de combats qu'il a fait à l'UFC, que ça serait quand même une grosse perte parce que tout le monde parlait de lui. On était déjà prêt à lui donner l'aspirine numéro 3 en Edwards. Fait qu'on croyait beaucoup en lui. Dommage, la maladie a frappé. Est-ce qu'il va être capable de se rétablir à 100% pour revenir? Ça, on verra ça dans le futur. Bien, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il prenne le temps, là, en fait. Puis effectivement, je comprends que c'est ça l'explication et tout ça. J'ai un peu de misère quand même avec Dana White qui semble vouloir décider pour les autres, là, s'ils prennent leur retraite ou pas. Il le fait avec Habib aussi. Là, je veux dire, je comprends, là, mais c'est sa business. Il veut pas, c'est un actif pour lui. Là, c'est un gros actif pour l'UFC. C'est ça sa job aussi. Là. C'est ça sa job, mais moi je pense à l'athlète. Je pense que l'athlète est capable de prendre ses propres décisions. Puis comme je le disais d'entrée de jeu, il y a une différence entre annoncer sa retraite puis prendre sa retraite. Là, puis je veux dire, si les opportunités. Si effectivement il revient, il retrouve la santé, puis l'opportunité est là, puis c'est une belle opportunité, je pense pas qu'il va cracher dessus, mais en tout cas, c'est ça pour dire que c'est un dossier à suivre, mais c'est ça. On parle d'un athlète professionnel dans la fleur de l'âge, pour qui tout va bien, qui a accès à des bons soins. Là, je veux dire, il est en Europe, là, il est en Suède, là, il n'est pas en. C'est un Russe, là, d'origine russe, en tout cas de cette région-là, mais il habite en Suède depuis un certain temps, donc le système de santé est bon là-bas, tout ça. Il est même venu aux États-Unis pour avoir des meilleurs soins, puis ça ne semble pas fonctionner. Il y a juste le temps qui peut arranger ça, puis même ça c'est une maladie qu'on ne connaît pas assez, donc il va retrouver à 100%, puis tu ne peux pas faire ce sport-là si tu n'es pas à 100%. Donc, on va lui souhaiter quand même un prompt rétablissement là, à M. Chimaev, qui nous a fait vivre des bons moments l'an dernier. On va lui souhaiter qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement et revenir peut-être à la compétition dans un avenir rapproché. Rory McDonald, Pat, à Pro Fighters League, il va faire ses débuts avec cette organisation-là le 29 avril contre David Michaud.
Michaud, qui est un ancien de l'UFC également, vous le connaissez probablement son nom, pas parce qu'il vient de la Beauce, mais parce que c'est un gars qui a perdu à l'UFC contre Olivier Aubin-Mercier Ouais. j'ai le goût de dire en 2015. Dernière fois que l'UFC est venu à Montréal. Se battait à ce moment-là chez les 155 livres. Michaud, là, et c'est quand même rendu en finale l'an dernier, du tournoi des 170 livres. Mais là, on en parlait avant d'entrer en onde, Pat, Rory McDonald est supposé de passer au travers de Michaud comme premier test relativement facilement. Ouais. Et c'est sûr qu'un combat, c'est un combat, mais on parlait du calibre des 155 livres à PFL versus le calibre à 170 livres. Je pense que ça ne se compare même pas. Je pense qu'à 155 livres, le calibre des combattants est largement supérieur. Il reste qu'un tournoi, c'est long. Un tournoi, il faut faire attention aux blessures aussi. Écoute, c'est ça qui est le plus important. Même si Rory McDonald traverse son adversaire, s'il sort de là avec une cassure au pied ou quelque chose comme ça, il peut être écarté du tournoi aussi. Donc, c'est ça le plus important aussi, c'est de rester en santé lorsque tu rentres dans un tournoi comme ça. Et il faut faire attention. Mais oui, tu as tout à fait raison. Je veux dire, sur papier et même dans la réalité, Rory est supposé passer à travers largement, facilement face à Michaud. C'est ça. Michaud, je le répète, là, il s'est rendu en finale l'an dernier contre Ray Cooper, le third, qui est champion, qui lui va être sur le même gala le 29 avril en demi-finale. Rory McDonald a été aspirant à l'UFC, était à ça d'avoir un combat de championnat. Il est devenu champion chez Bellator par la suite, où la division des 170 livres est assez intéressante, là, avec les Douglas Lima, entre autres, de ce monde. Et là, il passe à PFL où le calibre, en tout cas sur papier, est moins élevé. Il ne faut pas qu'il le prenne à la légère. L'entraînement n'a pas été optimal non plus. Il est au Canada, Rory. Il a changé de gym aussi. Il est resté en Colombie-Britannique. Bref, quand même des impondérables à surveiller de ce côté-là aussi. Ouais, non, mais Rory est rendu à Sanford MMA. Là. Il s'entraîne en Floride. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Rory va être le premier combattant de l'histoire à avoir été dans un main event de l'UFC, de Bellator et de PFL. Donc, c'est quand même belle note à mettre à son CV. Oui, ça, écoute, je ne sais pas comment Michaud peut gagner ce combat-là, à part de sortir une balle du champ centre, d'être capable de l'ébranler. Mais techniquement, on n'est pas du même calibre. C'est pour ça qu'on aime ce sport-là. Tout peut arriver une fois que la porte de l'octogone est fermée. Donc, Rory McDonald, je le rappelle, c'est le 29 avril. La semaine précédente, le 23, ça va être Olivier Aubin-Mercier qui va faire aussi ses débuts à 155 livres chez PFL. On finit ça, Pat, avec Dustin Poirier et Conor McGregor. Ça semble être ça, le plan, de plus en plus le plan qui se dessine. Puis on parle quoi de cet été là, pour compléter cette trilogie-là pour le prochain combat des deux combattants, là, McGregor et Poirier. Ça te va, toi? Ben oui, puis tu sais, encore une fois, moi je pense qu'il target le International Fight Week. Le début de John Jones chez les poids lourds, la trilogie de Conor face à Poirier. On est en train de bâtir cette carte-là. Moi, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'on a dans l'esprit du côté de l'UFC. Avec des fans là, presque sûrs, sauf erreur, les fans sont retournés au T-Mobile Arena au match de hockey la semaine dernière. Là, donc, c'est sûr que bientôt, on va revoir des spectateurs dans les gradins de l'UFC. Ce ne sera peut-être pas ça le comble à International Fight Week, mais assurément, il y aura des spectateurs dans les gradins cet été. Et j'aimerais ça qu'on finisse sur une note de boxe. Je sais qu'on parle d'arts martiaux mixtes, nous autres, mais vendredi, il y a Marie-Ève Dicker qui va se battre à Flint, au Michigan. Un trou, c'est plate, mais ça va se battre dans un trou, on va se le dire. Mais le combat est vraiment, vraiment important face à Clarissa Shield. Et moi, je trouve ça important d'en parler. Je trouve qu'il faut en parler de Marie-Ève Dicker. Elle a été la première championne du monde québécoise en 2018. Et là, tout sexe confondu, elle va tenter de devenir la première Canadienne à unifier tous les titres de boxe avec ce combat-là, que ce soit IBF, WBO, WBA ou WBC, face à Clarissa Shield, ça ne sera pas de maestage, Clarissa Shield, 2 fois championne olympique en 2012-2016. Ça va être télé à la carte vendredi, le 5 mars. Donc, je pense que c'est important de supporter Marie-Ève Dicker parce que, de un, c'est une excellente athlète, mais de deux, c'est tellement une belle ambassadrice pour le sport en général. Et c'est peut-être son dernier combat en carrière aussi. Elle a 34 ans. La carrière se termine tranquillement. Donc, je pense que ça vaut la peine de lui donner un petit coup de pouce
d'encouragement. Tu fais très bien de le mentionner. Puis Marie-Ève, effectivement, une porte-parole incroyable, une pionnière pour la boxe féminine au Québec. Yvon Michel sera dans son coin cette fin de semaine. Ouais. Aussi, j'ai vu Yvon hier, là, c'était drôle, on en a jasé un petit peu. Puis il est très fébrile. Puis c'est énorme. C'est vrai, c'est énorme ce combat-là. Claressa Shields, on l'aime pas comme personne là, parce qu'elle est très imbue d'elle-même. Elle est très. Mais elle a une personnalité spéciale, là, Claressa Shields, mais c'est une athlète incroyable. C'est peut-être la meilleure boxeuse livre pour livre au monde. Gros défi pour Marie-Ève qui est clairement la négligée. Mais c'est comme en arts martiaux mixtes, tout peut arriver dans l'octogone. Marie-Ève qui est excellente techniquement. T'as raison, j'ai hâte de voir. Tu fais bien de le mentionner parce que on va être gâtés cette fin de semaine. Vendredi soir, Vicaire Shields et samedi l'UFC 259. À surveiller. Merci Pat, merci à tout le monde qui était là. Très content que vous soyez des nôtres semaine après semaine. Vous savez où nous trouver maintenant. Maintenant, 2 ans qu'on fait ce podcast-là. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous. On est là toutes les semaines. Pat, merci beaucoup et bon gala cette fin de semaine. Bye bye.